Bonjour à toutes et à tous, nous allons démarrer, il est 13h31, donc nous allons commencer. Merci d'être présents pour ce web café qui va traiter cette fois-ci, de la loi qui est parue, le 14 février dernier, en faveur de l'activité professionnelle indépendante, et qui marque selon nous une étape majeure dans l'évolution du statut des entrepreneurs individuels. En effet, elle améliore sensiblement leur protection en dissociant, patrimoine, professionnel et patrimoine personnel et en mettant ce patrimoine personnel à l'abri, des créanciers professionnels. Alors, il n'y a pas que ça, même si c'est l'enjeu majeur de cette, réforme, il y en a d'autres qui se cachent, avec des multiples mesures qui visent à simplifier l'activité, de l'entrepreneur individuel, par exemple en facilitant le transfert de patrimoine professionnel à une société ou à un successeur, ou en ouvrant une option pour le régime de l'impôt sur les sociétés, ce qui est une grande nouveauté, ou encore en élargissant l'accès à l'allocation des travailleurs indépendants, la fameuse ATI. Alors nous allons vous présenter cette loi qui s'inscrit dans le plan en faveur des indépendants qui avait été annoncé en septembre 2021 par le gouvernement. Celle-ci entrera en vigueur, 3 mois après sa promulgation, soit le 15 mai prochain, et il reste des décrets à paraître sur certains points que nous verrons encore plus tard. Alors cette loi, elle est assez, importante, on peut rentrer dans les détails. Je vais essayer de rester synthétique pour qu'on tienne les délais et que je ne vous, assomme pas non plus avec, de nombreux, détails. Nous allons voir en première partie le statut, le nouveau statut qui sera normalement plus protecteur pour les entrepreneurs individuels. Le statut fiscal complété grâce notamment à l'option pour, l'IS et à l'assimilation à une EURL ou à une EARL pour les entrepreneurs individuels. Le sort des entreprises individuelles en cas de difficultés financières, heu et aussi le sort de l'entrepreneur en cas de cession d'activité et enfin on terminera par les mesures sociales. Alors, le statut, des entrepreneurs individuels a évolué puisque, jusqu'à présent, les fameux, indépendants, hein, ce qu'on appelle communément les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux ou encore les agriculteurs, disposaient d'un seul et unique patrimoine. Et bien sûr, le risque, en cas de difficulté économique, c'était que leurs biens personnels étaient, exposés aux poursuites, de leurs créanciers professionnels. La mesure phare de la loi en faveur de l'activité professionnelle, c'est la création d'un statut juridique qui sera unique pour l'ensemble des entrepreneurs individuels. Et ce nouveau statut de l'entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai 2022, à condition bien sûr que certains décrets puissent être parus d'ici là. Alors qu'est-ce qu'on va maintenant généraliser en fait? Heu, donc on va généraliser le nouveau statut de l'entrepreneur individuel qui reprend le principal atout du statut de l'entreprise, individuelle à responsabilité limitée, la fameuse EIRL, c'est-à-dire la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Avant, dans les EURL qui ont été créés il y a plus de 10 ans maintenant, on avait la possibilité de déterminer un patrimoine dit d'affectation, composé des seuls biens que l'entreprise affecte à son activité professionnelle et qui est séparé de son patrimoine personnel. Malheureusement, pour les EURL, ce statut n'a pas été souvent adopté par les entrepreneurs. On n'en dénombre que 3 environ. Et donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir généraliser cet atout qu'il y avait sur les EIRL à l'ensemble des entreprises individuelles à compter du 15 mai prochain. Ainsi, le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel sera composé de ses biens, des droits, des obligations et des sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Et il y aura bien sûr au niveau du passif les dettes professionnelles et notamment les cotisations et les contributions sociales de l'entrepreneur individuel. Et tout le reste, tous les éléments du patrimoine que l'entrepreneur individuel, n'aura pas intégré dans son patrimoine professionnel, constituera alors son patrimoine personnel. Alors quel sera l'impact sur les créanciers? Alors le principe, c'est que
il n'y aura qu'un seul patrimoine qui sera saisissable. C'est-à-dire que les créanciers professionnels pourront agir sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et non plus sur son patrimoine personnel. Quant aux créanciers non professionnels, ils ne pourront plus agir, enfin, ils ne pourront agir que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Donc, on a bien une séparation des patrimoines qui s'appliquera donc aux entreprises individuelles créées avant le 15 mai. Donc, celles qui ont été créées avant le 15 mai bénéficieront de cette mesure, mais uniquement pour les créances nées après cette date, donc postérieurement au 15 mai 2022. Pour ceux qui débuteront une activité individuelle à partir du 15 mai 2022, la séparation des patrimoines prendra effet à compter de leur immatriculation. Enfin, il y a un dernier point, c'est-à-dire que la distinction des patrimoines personnels et professionnels ne permettra pas à l'entrepreneur individuel de se porter caution pour garantir une dette dont il est le débiteur. Alors, avec l'ordre des experts comptables, la CIAJ, qui est une société de caution mutuelle pour les petites entreprises, vous pourrez garantir des prêts garantis, enfin proposer des prêts garantis bancaires en amont des demandes de crédit. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Alors, comme tout principe, il y a des exceptions sur la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire que vous avez l'URSSAF qui dispose d'un gage et qui pourra se rémunérer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel quand il s'agira des prélèvements sociaux qui sont dus sur les revenus de son activité professionnelle et ou de son activité de remplacement. Pareillement, au niveau de la Direction générale des finances publiques, elle dispose d'un gage sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux et les taxes foncières qui sont dus sur les immeubles qui sont utiles à son activité professionnelle. Et les deux, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale, pourront aussi saisir l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvre frauduleuse de sa part ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement de ses cotisations sociales. Enfin, il y a un dernier point, c'est-à-dire la renonciation de l'entrepreneur individuel. L'entrepreneur individuel pourra renoncer, sur demande écrite d'un créancier, à la scission de ses patrimoines en conférant à ce dernier un engagement spécifique qui sera limité dans le temps et qui sera limité aussi à un certain montant. Voilà donc le grand principe du nouveau statut qui sera plus protecteur pour les entrepreneurs individuels. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les EIRL qui existent depuis plus de 10 ans? Eh ben, les nouvelles EIRL, enfin, les EIRL ne peuvent plus être créées depuis le 15 février. C'est terminé, en raison de la création du statut unique de l'entrepreneur individuel. Le statut d'EIRL a vocation donc à disparaître. Il n'est donc plus possible d'opter pour ce statut depuis le 16 février 2022. Pour autant, les dispositions du Code du commerce relatives à l'EIRL sont maintenues pour les besoins des entrepreneurs ayant adopté ce statut avant le 16 février 2022, avec toujours la possibilité de faire évoluer leur patrimoine affecté. Donc les anciennes EIRL qui ont été créées avant le 16 février 2022 continueront d'exister et de fonctionner selon les règles applicables du Code du commerce, mais il ne sera plus possible d'en créer des nouvelles à partir du depuis déjà le 16 février 2022. Ensuite, au niveau du statut fiscal, vous avez maintenant, au niveau de l'entreprise individuelle, chaque entrepreneur individuel maintenant aura la possibilité d'opter pour l'IS en étendant, enfin, en s'assimilant, si vous voulez, à une EURL. Donc, quelle était la règle d'origine? C'est-à-dire que actuellement, les entrepreneurs individuels sont soumis de plein droit à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, qu'on appelle les BNC, ou des bénéfices agricoles, selon la nature de leur activité, sans possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est un des inconvénients, notamment de l'entreprise individuelle, puisque les sociétés peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés. S'ils souhaitent que leurs résultats de leur entreprise individuelle soient soumis à l'impôt sur les sociétés, ils devaient choisir le régime de l'EIRL, puis exercer une option pour être assimilés soit à une EURL, soit à une EARL. Avec la nouvelle loi, le nouvel entrepreneur individuel relevant du régime réel d'imposition pourra opter pour l'assimilation
à une URL de façon irrévocable. Alors si l'option pour l'assimilation à une URL n'est pas, révocable, donc est irrévocable, l'option pour l'assujettissement à l'IS devrait être, comme pour les EIRL, révocable jusqu'au 5e exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. Et lorsqu'elle est exercée, l'option pour l'assimilation à une URL entraîne la création d'une personnalité fiscale distincte. Voilà la nouvelle possibilité. Donc, plus la peine de passer par une URL pour opter à l'IS. Cette faculté est désormais, sera désormais ouverte à toutes les entreprises individuelles à compter du 15 mai prochain. Alors, quelles sont les conséquences de l'assimilation de l'entreprise individuelle à une URL ou une EARL? Eh bien, vous avez, comme d'habitude, au niveau fiscal, la taxation immédiate des bénéfices, y compris les plus-values qui n'auraient pas encore été imposées. Alors, si on n'opte pas pour l'impôt sur les sociétés, l'entrepreneur est imposé à l'impôt sur le revenu sur le bénéfice imposable dégagé par son activité. Et puis, si l'entrepreneur individuel décide d'exercer l'option pour l'IS, alors il sera redevable de l'impôt sur les sociétés à raison de son bénéfice imposable et qui sera calculé selon les règles de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, les sommes que l'entrepreneur s'attribuera en rémunération de son activité professionnelle seront traitées comme des rémunérations et soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon les règles prévues en matière de traitement et salaire. Et à d'autres titres que la rémunération de son activité professionnelle seront assimilés à des dividendes et imposés entre les mains de l'entrepreneur individuel dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les autres sommes. Donc on arrive finalement à un niveau qui ressemble à celui de l'EURL qui aurait opté à l'impôt sur les sociétés, avec une rémunération qui serait déterminée selon la rémunération qui serait fixée par l'entrepreneur individuel. Il n'y aurait plus de prélèvement de l'exploitant comme c'est connu dans les entreprises individuelles qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Et bien sûr, l'autre conséquence, c'est l'assujettissement aux cotisations sociales. Donc seront ainsi assujettis aux cotisations sociales des non-salariés les rémunérations nettes de l'entrepreneur et non plus le bénéfice dégagé par l'entreprise individuelle. Seront assujettis également aux cotisations sociales les entrepreneurs individuels qui ont opté pour l'IS pour la fraction des revenus distribués qui excède 10% du bénéfice net. La part des dividendes versés qui dépasse 10% du résultat sont donc soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. Donc finalement, que vous preniez de la rémunération sous forme d'entreprise individuelle qui a opté à l'impôt sur les sociétés ou que vous preniez une forme de dividende au-delà de 10%, ces revenus-là seront taxés aux charges sociales des travailleurs indépendants. Les bénéfices, par contre, qui ne seront pas distribués sous forme de dividendes ou de rémunération ne seront pas soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. Et c'est là qu'on retrouve finalement une fiscalité propre pour l'entreprise, puisque là, vous avez une séparation qui n'existe pas aujourd'hui dans les entreprises individuelles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il en cas de difficultés financières pour les entrepreneurs? Alors, le sort de l'entrepreneur individuel dans une procédure collective. Le principe, c'est bien sûr maintenant la protection du patrimoine personnel. Donc ça veut dire qu'à compter du 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel sera tenu de remplir ses engagements à l'égard des créanciers dont les droits seront nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel. En conséquence, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sera ouverte à l'encontre d'un entrepreneur, ses biens personnels seront protégés. C'est bien l'objectif de cette loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Le liquidateur, notamment, ne pourra pas vendre les biens personnels de l'entrepreneur pour régler le passif. Donc c'est une mesure de protection intéressante. Ça, c'est le principe. Et puis à côté de cela, il y a encore d'autres nouveautés qui pourront être faites, c'est-à-dire que vous pouvez quand même exercer une nouvelle activité professionnelle. Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire sera ouverte à l'encontre de l'entrepreneur, celui-ci pourra créer un nouveau patrimoine professionnel afin d'exercer une nouvelle activité professionnelle en parallèle. Donc ça, c'est une mesure d'assouplissement quelque part, avec bien sûr des limites. La faculté de créer un nouveau patrimoine ne sera pas ouverte aux entrepreneurs qui auront fait l'objet, bien sûr, depuis moins de 5 ans d'une procédure de liquidation judiciaire
clôturé pour insuffisance d'actifs ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. Enfin, l'entrepreneur ne pourra pas constituer plus de 2 patrimoines distincts de son patrimoine personnel. Autrement dit, il ne pourra exercer qu'une seule autre activité parallèlement à celle qui sera soumise à la liquidation judiciaire. Autre possibilité, c'est le rétablissement professionnel qui sera maintenu et étendu aux EIRL aussi. Donc il n'y aura plus de dichotomie entre les deux statuts, c'est-à-dire que ce sera regroupé. Donc malgré la protection nouvelle qui sera offerte par la séparation des patrimoines professionnels et personnels, la loi conserve la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation et qui sera ouverte aux débiteurs personnes physiques dont l'actif n'excède pas 15 000 € sur l'ensemble de son patrimoine ou de ses patrimoines et qui n'emploie aucun salarié. Cette procédure donne lieu à l'effacement de leurs dettes pour leur permettre de rebondir. On rappelle que depuis le 1er octobre 2021, la résidence principale de l'entrepreneur n'est pas prise en compte dans le calcul de l'actif et la loi ajoute qu'aucune dette ne pourra être effacée lorsque le montant du passif sera disproportionné au regard de la valeur de l'actif. Là également, la résidence principale ne sera pas prise en compte dans le calcul de cet actif. Enfin, la procédure de rétablissement professionnel sera également ouverte aux entrepreneurs individuels à responsabilité, donc les EIRL, alors qu'elle ne l'était pas aujourd'hui. Au niveau du sort des entrepreneurs en cas de cessation d'activité. Alors, quand l'activité de l'entrepreneur prend fin, les deux patrimoines, c'est-à-dire le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, sont réunis ensemble. C'est-à-dire que avec la loi du 14 février 2022, les entrepreneurs individuels auront deux patrimoines étanches et en conséquence, les créanciers professionnels ne pourront pas saisir leur patrimoine personnel. Par contre, la nouvelle loi prévoit également que lorsque l'entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, ces deux patrimoines seront réunis. La réunion des patrimoines interviendra aussi de même lors du décès de l'entrepreneur individuel. Ça veut dire quoi? Ça signifie que lorsque l'entrepreneur cessera son activité ou encore lorsqu'il le décidera, ses créanciers recouvreront un droit de gage général sur l'ensemble de ses biens. Donc là, il faut faire attention à cette conséquence. Et donc, il y a une exception, c'est quand il y aura une ouverture de procédure collective. Donc la règle de la réunion des patrimoines ne s'appliquera pas lorsque l'entrepreneur sera en état de cessation de paiement et qu'une procédure collective sera ouverte. Elle ne s'appliquera pas non plus si l'entrepreneur est décédé en état de cessation de paiement et qu'un créancier demande l'ouverture d'une procédure collective dans l'année du décès. Dans ces deux cas, ce sont les règles des procédures collectives qui s'appliqueront. Il n'y aura pas alors réunion du patrimoine. Ce qui est intéressant maintenant, c'est aussi de voir l'intérêt de la déclaration d'insaisissabilité au regard de cette nouvelle loi, puisque à l'époque, une déclaration d'insaisissabilité était possible. Enfin, on pouvait en produire une auprès d'un notaire, notamment, pour justement demander à ce que la résidence principale soit insaisissable ou les autres résidences immobilières. Donc actuellement, deux règles permettent de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. D'une part, sa résidence principale est désormais de droit insaisissable par ses créanciers professionnels. Et d'autre part, l'entrepreneur individuel peut déclarer insaisissable des autres biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle afin de les protéger des poursuites de ses créanciers professionnels. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire. On pouvait se protéger de ces autres biens professionnels, enfin, de ces autres biens immobiliers qui n'étaient pas dans l'activité professionnelle grâce à une déclaration d'insaisissabilité. Alors, ces deux règles ne sont pas modifiées par la nouvelle loi, qui précise au contraire que la séparation des patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur individuel ne remet pas en cause les dispositions légales relatives à l'insaisissabilité des biens. C'est un point important. La Cour de cassation avait jugé que la cessation de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne mettait pas fin, par elle-même, aux effets d'une déclaration d'insaisissabilité. Et donc, il faut bien retenir une chose, c'est que dans le cadre du nouveau statut, les créanciers professionnels pourront se payer sur les biens personnels de l'entrepreneur individuel lorsqu'il cessera son activité, sauf
sur la résidence principale et sur les biens personnels qui seront déclarés insaisissables dès lors que la déclaration sera antérieure aux créances. Donc, le conseil qu'on fait, qu'on peut toujours renouveler auprès des entrepreneurs individuels, c'est de ne pas oublier de faire une déclaration d'insaisissabilité. Elle restera en vigueur et utile, y compris lorsque la loi sera effective à partir du 15 mai prochain. Ne pas oublier de continuer à faire cette déclaration d'insaisissabilité pour se prémunir, protéger son patrimoine personnel. Autre point, c'est l'entrepreneur, qui cède son activité ou qui passe en société. Donc là, maintenant, on a des nouveautés grâce à cette loi. Donc il y a un mécanisme unique de transfert universel du patrimoine professionnel. Donc là, c'est lorsque, un entrepreneur individuel souhaiterait, céder, donner ou apporter en société son patrimoine professionnel. Actuellement, lorsqu'un entrepreneur individuel souhaite le faire, son patrimoine professionnel, enfin la situation juridique est relativement complexe. Alors selon la nature des biens ou des droits transmis et selon le mode de transmission choisi, vous avez des règles juridiques différentes qui s'appliquent. Alors droit à la vente, règles relatives à la donation, des procédures d'apport en nature de biens à une société, relatives aux cessions des créances, des dettes ou des contrats, etc. Donc vous avez une multitude de règles qui sont très difficiles à gérer au niveau juridique pour pouvoir assurer ce transfert de patrimoine professionnel. Et la nouvelle loi simplifie cette transmission en instaurant un transfert universel de patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation. Et donc cette TUP, entre guillemets, emporte alors cession des droits, des biens, des obligations et des sûretés utiles à l'activité professionnelle et donc simplifie juridiquement les choses. Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir activer ce mécanisme de transfert universel de patrimoine personnel? Alors, il faut transférer l'intégralité du patrimoine professionnel. En cas d'apport à une société nouvellement créée, une autre condition, c'est que l'actif disponible doit permettre de faire face au passif exigible. Ensuite, ni l'auteur ni le bénéficiaire ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle, d'interdiction de diriger, etc. Si vous apportez des biens en nature, l'obligation d'avoir recours à un commissaire aux apports reste maintenue selon les règles applicables. Et à défaut, si vous ne transmettez pas un patrimoine professionnel de manière intégrale, les conditions et les règles spécifiques applicables à chaque élément transmis le resteront. Donc celles qui régissent les ventes, la donation, l'apport de biens en société ou encore la cession de créances, de dettes et de contrats seront à respecter et on ne pourra pas appliquer le régime du transfert universel du patrimoine professionnel. Dernier point, dernière mesure, et on arrive bientôt au bout, il va être bientôt 14 h, donc je vais tenir mon timing. Vous avez l'aménagement de l'allocation des travailleurs indépendants. Donc ça, c'est les mesures sociales. J'ai sélectionné la plus importante. Alors, il faut savoir que les entrepreneurs individuels peuvent bénéficier de l'ATI, cette allocation des travailleurs indépendants. Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants qui sont ou qui ont involontairement perdu leur activité peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l'ATI. La loi ouvre le droit à l'ATI aux indépendants qui ont cessé de manière définitive leur activité du fait que cette dernière n'était pas viable économiquement et non plus seulement en cas de liquidation ou de redressement judiciaire. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est pour ça qu'on parle d'assouplissement. Applicable à compter du 1er mars 2022, sous la subordination notamment de la publication d'un décret à paraître. Alors, pour ouvrir droit à l'ATI, l'entreprise doit donc avoir fait l'objet soit d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, sous réserve que la procédure n'ait pas été ouverte après la cession de l'activité professionnelle, ou soit d'une procédure de redressement judiciaire lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant. La nouveauté de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, c'est qu'à compter du 1er mars 2022, vous avez une déclaration de cessation totale et définitive d'activité auprès du CFE compétent pourra être fait lorsque l'activité n'est pas viable. Et le caractère non viable de l'activité sera attesté par un tiers de confiance qui pourrait en principe être un expert comptable
dans des conditions qui seront à définir par décret. Donc nous sommes encore dans l'attente de décret pour les précisions de certains points issus de cette loi. Alors vous allez voir que pour, recevoir l'ATI, les conditions sont assez drastiques, hein, puisqu'il faut être travailleur indépendant au titre de la dernière activité, justifié d'une durée, d'activité minimale de 2 ans au titre de la même entreprise, justifié d'un revenu annuel supérieur à 10 000 € sur une des 2 années au titre de l'activité indépendante, avec l'attente d'un décret à ce sujet pour l'assouplissement, puisque normalement le revenu, annuel supérieur à 10 000 €, c'était sur les 2 années. Là, en principe, avec la loi, ça serait qu'une des 2 années où on devrait avoir minimum 10 000 € de revenus. Il faut être à la recherche d'un emploi, disposer de ressources inférieures au RSA pour une personne seule. Donc c'est relativement drastique pour obtenir cette aide, des travailleurs indépendants. Et quel est le montant? Ben, ce montant est encadré, donc il est équivalent à 26,30 € par jour depuis le 1er novembre 2019, ce qui correspond en principe à 800 € par mois, et ça serait limité en principe sur 6 mois. La loi prévoit également que le montant mensuel de l'ATI est adapté afin que celui-ci ne peut pas être supérieur au revenu mensuel moyen perçu par le travailleur indépendant pendant les 24 mois précédant la cessation d'activité. Donc ça rajoute encore des conditions. Et en plus, le montant de l'ATI ne pourra pas être inférieur à un montant qui pourrait être fixé à 600 € et donc on attend encore les décrets par rapport à ça. Dernier point sur l'ATI, c'est le délai de carence de 5 ans. Donc une personne ne pourra pas bénéficier de l'ATI pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. Donc en d'autres termes, l'ATI ne pourra pas être versée à un même individu que pendant une période maximale de 6 mois tous les 5 ans. Voilà un peu les points qu'on a pu, voir au niveau de cette présentation de la loi, hein, que j'essaie de faire, malgré tout assez synthétiquement. Hem, Nous pouvons encore avoir un petit moment pour faire des questions-réponses. Là, j'en vois une de la part, d'un participant. Sera-t-il possible de faire les ICA dans un BIC ayant opté pour l'IS avec le barème classique des ICA comme c'est le cas dans les BNC? Alors effectivement, je je pense que ça sera possible, heu, puisqu'on retrouvera à mon avis le même niveau que les mêmes règles qui pourront s'appliquer comme l'équivalent d'une EURL qui aurait été optée à l'IS. Donc à voir, par rapport à ça, mais effectivement. Hem, à voir, c'est une bonne question, il faudra qu'on regarde, on pourra en discuter ensemble encore, je serai joignable par rapport à ça, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être posées par rapport à ça? Alors, n'hésitez pas non plus, dans la conversation à remplir, le questionnaire, pour pouvoir, nous proposer d'autres sujets, pour pouvoir, avoir des avis sur nos présentations pour éventuellement les améliorer selon vos désirs, peut-être parler de thèmes qui vous intéresseraient. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. En principe, nous nous reverrons le mois prochain pour, d'autres sujets d'actualité. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais, bientôt arrêter, il sera 14 h et comme ça le timing sera respecté. Voilà. Donc, bien sûr, je suis joignable, à ce numéro si vous avez des questions. On pourra regarder éventuellement la question sur les ICA dans un BIC parce que je n'ai pas forcément, la réponse de manière certaine, mais nous pourrons, voir ça, en direct. Voilà. Très bien, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 14 h. Je vous remercie de votre participation et puis je vous souhaite encore une bonne après-midi. À très bientôt. Merci. Au revoir.